Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je m'appelle Néa Hamed, je suis la coordinatrice de Caraï et je suis donc la modératrice pour cet événement, pour ICIS. Je suis très heureuse que vous puissiez nous rejoindre aujourd'hui pour cette conversation et nous espérons vraiment que vous partirez de cet événement à pouvoir mieux connaître la fragilité et quelles sont les ressources qui vous sont disponibles pour vous et votre équipe et comment nous pouvons soutenir de meilleurs soins pour des adultes qui vivent avec une fragilité. Nous avons des données de l'ICIS. Les gens de plus de 65 ans sont à risque de fragilité. Et cela, on estime que 20% des personnes âgées donc, vivent avec une fragilité. Et les personnes qui ont une fragilité ont des besoins de soins compliqués. Donc pour pouvoir peut-être mettre le spotlight sur donc, cette préoccupation, nous avons des panélistes. Nous avons John Muscadiri qui est professeur de médecine, intensiviste et clinicien-chercheur à l'université Queen's et au Centre des sciences de la santé de Kingston. Il est aussi directeur scientifique au Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées. Ses recherches portent sur l'amélioration des résultats pour les patients grâce à la production de nouvelles données probantes et la transmission des connaissances au moyen d'essais cliniques, d'examens systématiques qui sont focalisés sur les infections nosocomiales et la fragilité. Ensuite, nous avons la Dr Grace Park, qui est un médecin de famille et directrice médicale régionale pour les soins à domicile et les services de santé communautaire spécialisée aux personnes fragilisées. Elle est également impliquée au département de médecine familiale de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle est également professeure adjointe donc, à l'Université de Colombie-Britannique. Et puis ensuite, nous avons Tara Sotchuk, qui est infirmière autorisée et conseillère principale à la pratique au programme provincial de santé des aînés et des soins de longue durée de services de santé de l'Alberta. Elle a travaillé dans le domaine de la cardiologie et de la médecine d'urgence, entre autres, avant de devenir infirmière éducatrice aux soins cliniques pour un programme de réadaptation gériatrique pour patients hospitalisés. Elle dirige un projet de soins aux aînés de l'équipe d'innovation clinique et de soutien à la pratique des services de santé de l'Alberta. Nous avons aussi Ron Bellano, qui est un défenseur des intérêts des patients, des aidants naturels et du milieu de la recherche dans les domaines de la démence et du vieillissement. Pendant plus de 10 ans, il a été l'aidant naturel de son père atteint de la maladie d'Alzheimer. Il est un membre actif, conseiller et mentor de nombreux organismes et établissements d'enseignement comme les centres d'excellence AgeWell, le Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement et aussi la stratégie et l'attention des aînés de la ville de Toronto. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir ces experts avec nous aujourd'hui et nous allons commencer avec John. Juste peut-être pour planter le décor, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la fragilité et pourquoi il faut en tenir compte dans la planification des soins aux personnes âgées? Oui, bien sûr, merci. Voilà, je suis très heureux d'être ici dans ce webinaire. Donc la fragilité, c'est une vulnérabilité accrue aux facteurs de stress dans les adultes et les personnes un peu plus âgées. Je veux vraiment insister sur le fait que lorsque les personnes sont fragilité, il y a des changements qui se passent au niveau de la santé. Donc par exemple, des personnes qui ont une infection pulmonaire, quelqu'un qui n'est pas fragile, vous êtes malade pendant quelques jours et puis vous vous rétablissez rapidement par rapport à quelqu'un qui est vraiment très fragile. Vous avez un changement qui se fait dans leur santé et qui pourrait donc fragiliser leur santé en général alors qu'ils redeviennent eux-mêmes. Et donc les personnes qui sont fragiles ont un risque d'augmenter d'hospitalisation, de réadmission, d'institutionnalisation, de soins au long terme, et évidemment cela augmente la mortalité. Et puis un autre aspect de cela, c'est que les patients fragiles ont aussi des conditions médicales ou des procédures médicales comme des opérations chirurgicales qui seraient pires que des personnes qui ne sont pas fragiles. Un aspect aussi important de la fragilité, c'est dynamique, ça peut être influencé par les soins, le soutien, et on peut prévenir cela à certains moments lorsque la fragilité est présente. Ce n'est pas quelque chose de statique, cela peut changer suivant ce que fait l'individu. Mais ça peut être bien pire aussi. Par exemple, quelqu'un qui est à l'hôpital et à qui on a demandé de
donc d'être au lit, ils peuvent devenir encore plus fragiles et ils n'arrivent pas à se rétablir. Et donc la fragilité n'est pas inévitable quant au vieillissement. Il y a des gens qui survivent à des âges donc avancés et ils ne deviennent pas nécessairement fragiles. Et donc il y a différentes évaluations qui peuvent se faire pour les vulnérabilités dans plusieurs domaines et des stratégies qui soient donc ciblées pour que les gens puissent se rétablir avec d'une fragilité. Merci beaucoup pour votre description de la fragilité et comment cela a un impact sur les gens. Aussi, lorsque l'on fait une évaluation de la fragilité des personnes et lorsque l'on réfléchit à cela, c'est un processus dynamique. Et donc, Ron, je vais revenir vers vous. Est-ce que vous avez une expérience, puisque vous avez pris soin d'un membre de votre famille? Pouvez-vous nous parler des obstacles que vous avez dû surmonter dans les systèmes de soins et l'incidence d'un programme pour personnes présentant une fragilité? Oui, en effet. Bien que mon père est maintenant décédé depuis quelques années, j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter avec beaucoup de soignants au Canada. Et donc mon histoire, c'est une histoire que je partage. Ce n'est pas la seule, hein. J'ai entendu beaucoup d'histoires similaires. Pour ma famille, mon papa n'avait pas été évalué officiellement, on va dire. Je ne sais pas comment on peut établir donc un état de fragilité avec une évaluation. Ça dépend des informations, suivant la journée, le jour, suivant à qui l'on parle. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et vous ne réalisez pas que les informations que vous recevez sont tout à fait importantes si vous les recevez. Et donc, pour mon papa, eh bien, il avait donc plusieurs problèmes médicaux. Il avait un état de démence, de diabète, des problèmes cardiaques et d'autres aussi. Donc, nous savions que cela influait sur sa qualité de vie. Je ne vais pas juste parler de mon papa, parce que la fragilité, ce n'était pas juste, ça ne touchait pas juste que la personne qui était touchée par cela, mais les défis pour les personnes autour de la personne fragile. Et donc, pour eux, essayer de naviguer ce système de soins de santé, eh bien, nous étions ici et là, je faisais la plupart du travail avec l'aide de ma maman, et nous essayons de réfléchir à la logistique, à qui nous devions parler, les suivis qui devaient être faits, les experts, les différents experts à qui nous devions parler, et tout cela c'était un obstacle. Et pour ajouter tout cela, mon papa n'avait pas la vie la mieux, surtout pendant ces étapes donc au début. Et c'était vraiment difficile. Et peut-être essayer d'enlever votre chapeau d'expert et de soin de la personne et essayer de penser à des amis, de la famille. Et pour moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait un programme de fragilité qui soit vraiment conforme, qui soit vraiment régulier, et en ayant quelque chose comme cela, qui puisse être soutenu, alors que le patient, donc, c'est la personne au centre. Ce n'est pas juste que quelqu'un qui vient, c'est de pouvoir comprendre qui est mon papa. Je veux que le soin soit focalisé sur mon papa. Et donc, c'est quelque chose que je recherche, d'avoir un programme de fragilité. Voilà ce que ton papa a fait pendant sa vie, et ce programme va nous aider à comprendre quels sont les défis s'il se passe quelque chose comme cela au tout début, et pour être proactif. Et une dernière chose dont je voulais parler, ce sont certaines lacunes que j'ai remarquées. Les lacunes de qui s'occupe de tout cela. Souvent, les patients viennent, on se dit que ça vient des médecins de famille. Mais il y a cette petite fenêtre qui est là. Lorsque vous avez un médecin de famille, et nous n'avons pas vraiment le temps d'avoir cette conversation. Et donc, quelquefois, ce serait bien que ça vienne du médecin de famille, mais quelquefois, nous n'avons pas le temps de recevoir ce soutien et dire, oh, au fait, faites attention à ce genre de choses qui se passent avec votre papa. Et donc, c'est là où cela pourrait vous emmener dans l'avenir. Et ça, je ne sais pas où on en est avec ça en ce moment. Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est le pharmacien? Est-ce que c'est la personne à l'accueil qui va nous donner ces différentes informations? C'est quelque chose qui m'intéresse, donc ce programme de fragilité, alors que nous avançons donc sur ce chemin dans l'avenir.
Merci d'avoir partagé cela, Ron. Et c'est tellement important de se souvenir que la fragilité ne touche pas uniquement les personnes, mais aussi la famille et les amis et les personnes de la communauté. Et donc, nos prochains panélistes ont de l'expérience à travailler avec des programmes de fragilité. Donc, je vais poser la question à toutes les deux, Tara et Grace. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la façon dont vous traitez la fragilité dans le cadre de votre travail? Dans quelle mesure la compréhension du degré de fragilité d'un patient vous incite-t-elle à adapter votre approche de soins? Et les mesures de soutien appropriées peuvent-elles modifier la trajectoire des patients? Grace, je vais commencer par vous et ensuite on passera à Tara. Grace, vous êtes en sourdine? Excusez-moi. Oui, bonjour à tous. Et donc, je suis donc une soignante et j'ai commencé à travailler dans la communauté en essayant de m'occuper de la fragilité avec mon médecin de famille, d'essayer de vraiment qu'il y ait une prise de conscience et cette possibilité de pouvoir évaluer et d'avoir des outils standardisés pour pouvoir mesurer cette fragilité en utilisant donc une évaluation gériatrique importante. Nous avons donc un programme avec une cohorte de 50 adultes, avec des médecins de famille dans notre communauté. Et donc, nous avions aussi donc une évaluation gériatrique électronique qui serait ouverte donc aux patients, où le patient pourrait donc parler avec le médecin dans le cabinet. Et avec cette évaluation, pour essayer de mesurer l'index de fragilité et de savoir où ils en sont dans leur trajectoire de fragilité. Et puis ensuite, nous avons donc enrôler des adultes un petit peu plus âgés dans le programme de la communauté qui étaient soutenus par des coachs au niveau avec des appels téléphoniques pour développer un plan de bien-être avec des activités d'exercice et de socialisation. Et donc nous avons continué de les appeler pendant 6 mois et nous avons continué de les motiver. Et puis après 6 mois, une autre évaluation a été faite et nous avons trouvé qu'il y avait une amélioration de 3% dans l'index de fragilité. Et c'était important parce qu'au niveau statistique, il y a eu des articles qui sont sortis à ce niveau-là. Et donc le message, c'est de pouvoir avoir donc des soins dynamiques, comme John l'a dit, et que les médecins puissent parler à les personnes un peu plus âgées, aux personnes âgées, donc à propos de leur fragilité. Donc il y a des indicateurs sociaux qui sont là, qui nous indiquent donc si la personne vieillit bien. Et nous avons aussi des organisations au niveau des personnes âgées avec des programmes de communauté. Et nous avons développé ce programme de prescription qui a été donc pris sur le modèle au Royaume-Uni, où il y a une organisation communautaire qui pouvait trouver et embaucher ce qu'on appelle des connecteurs de communauté. Ce sont des personnes qui travaillent au Royaume-Uni et donc les organisations de la communautaire pouvaient embaucher ces personnes. Ce ne sont pas nécessairement des personnes qui viennent du service de la santé et qui recevraient des recommandations de la part des médecins généralistes qui pourraient identifier une personne à risque et donc qui demanderaient d'avoir une consultation avec la personne qui fait la prescription sociale, savoir quelle est la sécurité alimentaire, quelles sont les activités physiques, etc., quel est le soutien que l'on apporte à ces personnes. Et donc nous avons demandé aux médecins de famille d'identifier ces personnes et d'avoir ce connecteur donc communautaire qui pouvait parler à cette personne âgée qui avait peut-être besoin d'aide. Et donc en parlant à ces personnes et en faisant un suivi sur 6 à 12 semaines, ils ont identifié beaucoup plus que la première consultation nous avait donné. Ils ont identifié des obstacles pour avoir accès à des services communautaires, par exemple le transport financier, des problèmes de langue, etc. Et donc toutes ces choses étaient des préoccupations qui ne rentrent pas nécessairement dans le cadre de la santé, mais au niveau social. Les connecteurs communautaires avaient accès à des bénévoles et d'autres organisations de services qui pouvaient surmonter ces obstacles. Et cela donc était une réussite pour la communauté, pour la capacité de la communauté de pouvoir apporter des outils pour ces personnes âgées. Et puis au niveau des soignants, ils pouvaient participer aussi et ils faisaient vraiment la différence dans la capacité de prévenir la fragilité. Mais pour ceux qui étaient plus fragiles, nous faisions une connexion avec les services d'autorité des services
santé qui était déjà présent, mais nous continuons sur cette trajectoire, donc ils pouvaient vraiment essayer de s'auto-évaluer, de s'auto-occuper d'eux-mêmes, et donc nous avions ces services de soins qui étaient là pour les ressources avec différents programmes qui étaient disponibles. Et donc il y a un spectre important de différentes, un éventail important de différents programmes communautaires. Merci beaucoup, Grace, pour cette description. Terra, nous allons passer à vous maintenant. Oui, merci beaucoup. Eh bien, je vais parler du processus et d'essayer de présenter donc l'échelle de fragilité. Et donc, avant de faire les choses, nous avions des programmes pilotes et nous avons de la documentation dans notre système provincial de soins de santé à propos de la fragilité pour essayer d'avoir des lignes directrices. Et quelle est la fragilité? Comment vous pouvez faire une évaluation? Et nous avons eu donc une échelle clinique de fragilité qui s'appelle l'échelle de fragilité d'Edmonton, et nous savons que cela est utilisé en ce moment, mais ce système de fragilité Edmonton n'est pas vraiment trop utilisé, et nous parlons de cela quand c'est par exemple aux soins intensifs, pardon, ou des gens qui ont une expertise, ils utilisent cette échelle, et lorsqu'on utilise ces deux échelles et qu'on lorsque ces deux programmes, eh bien pour évaluer la fragilité, eh bien nous avons remarqué que les personnes utilisaient l'échelle de fragilité d'Edmonton, et donc ils ne faisaient pas nécessairement une évaluation complète, ils faisaient une évaluation par une infirmière à côté du lit, et c'était une admission. Nous voulions qu'il y ait une évaluation qui soit faite lorsque le patient arrive à l'hôpital, et nous voulions avoir une évaluation de fragilité pour pouvoir prévenir les choses et avoir les bonnes ressources. Suivant le score au niveau de l'échelle donc de fragilité d'Edmonton, si la personne a un score élevé, ils seront plus à risque pour la fragilité. Et donc les recommandations quant à ces résultats, nous pouvions peut-être avoir une consultation gériatrique. Quelquefois, il n'y a pas de médecins gériatriques qui sont disponibles. Et donc la deuxième chose, ça pourrait d'avoir une approche d'équipe en suivant les recommandations qui ont été faites avec cette évaluation gériatrique qui a été faite. Et l'autre scénario, c'était lorsque la personne n'est pas nécessairement sévèrement fragile, mais il y a des indicateurs qui nous disent qu'ils sont fragiles. Et donc, il y a des étapes toutes simples pour s'en occuper, que ce soit la polypharmacie, d'avoir peut-être voir ce qu'il se passe, l'incontinence, voir comment les gens s'occupent d'eux-mêmes, etc. Et donc, cette approche d'équipe, c'était la bonne chose à faire en ayant la bonne personne au bon moment et pouvoir avoir cette conversation avec l'équipe pour vraiment montrer les besoins de cette personne qui vit avec une fragilité. Et nous avons aussi montré que ces patients et la famille, eh bien, c'est toujours à leur propos. Nous voulons avoir les meilleures idées, les meilleures planifications, mais ce n'est pas toujours par rapport à leurs objectifs, leurs capacités, leurs désirs. Ça ne fonctionne pas toujours bien l'un avec l'autre. En ce qui concerne changer la trajectoire des patients, c'est quelque chose que nous avons remarqué. Nous avons une histoire qui a été partagée et qui avait fait une évaluation de fragilité, qui disait que cette personne avait donc une évaluation avec un score très très haut, et il fallait voir donc un médecin donc qui s'occupe de la gériatrie, mais donc la personne n'était pas disponible parce que cette personne n'est pas là, etc. Et donc la personne avait peur parce que peut-être ils vont tomber, il va se passer quelque chose. Eh bien, nous avons besoin de recommandations pour que les choses ne se passent pas bien, et donc c'est ce qui s'est fait. Voilà, donc ils ont dit se bouger, s'hydrater, etc. Et la personne est rentrée à la maison sans avoir des effets contraires, des effets secondaires. Et donc, lorsque nous avons cette équipe qui se concentre là-dessus au début, et de pouvoir faire cette évaluation et cette intervention qui sont faites dès le début, c'est beaucoup plus simple qu'avoir des consultations continues avec une équipe et des experts alors que les choses ne vont pas bien pour les patients. Il y a un déclin prononcé. Et donc, un commentaire peut-être que je voulais dire, c'est que l'importance de la famille. Et donc, lorsqu'on essaie de changer la langue pour que ça puisse fonctionner. Et donc, lorsque c'est focalisé sur le patient, nous avions un patient, lorsque nous parlions de son niveau de fragilité, et qu'il était fragile, il a dit je n'aime pas cela. Il a l'impression qu'on était en train de le labelliser et qu'on lui donnait donc un nom. Et donc, il était peut-être fragile moralement. Donc, on a parlé de la fragilité cognitive, psychologique, physique, etc. Et donc, il voyait les choses différemment. Nous avons fait une interprétation différente. Et donc, nous avons cet aspect donc pour comment nous pouvions définir cette personne d'une autre façon en faisant cette interprétation. Merci beaucoup, Tara.
Ce sont des points essentiels dont vous avez parlé et que vous avez partagé. Merci de nous avoir donné plus d'informations à propos des outils et des programmes sur lesquels vous travaillez et que vous avez conçus ainsi que déployés, parce que nous pensons que cela vraiment aide beaucoup notre donc public, le public qui nous écoute. Ron, je vais revenir vers vous parce que vous avez parlé des lacunes dans les connaissances de l'opinion du soignant, du patient et quelquefois au niveau des médecins. Est-ce que vous savez comment nous pouvons vraiment nous occuper de cela d'une façon proactive sur la prise de conscience? Oui, le mot principal c'est proactif et c'est ça dont je veux parler. Et donc ça c'est vraiment l'introduction à la question. C'est proactif plutôt que d'être réactif. Et quelquefois, il y a, lorsque je suis les personnes, je ne suis pas du côté des soins de santé, mais je suis du côté de la famille, comment nous vivons avec cela. Et nous sommes réactifs lorsque quelque chose se passe. Peut-être faire les choses en amont, essayer de faire la promotion de cette prise de conscience, de pouvoir donc s'en occuper dès le départ. Et une grande partie de cela, c'est de savoir comment nous racontons cette histoire, comment nous en faisons la promotion, quelle est la langue que nous devons utiliser. C'est ce que disait Tara dans la communauté. Ça pourrait être quelque chose où les gens se sentent à l'aise dans la façon dont ils vivent leur vie. Et on peut leur dire, voilà, c'est comme ça que vous devenez plus proactif. Si vous devenez un peu plus fragile, comment est-ce que nous pouvons réduire les choses pour que ça ne soit pas plus difficile dans l'avenir? Et par conséquent, c'est quelque chose que j'aime bien pousser dans le système des soins de santé. Mais tout le monde devrait pouvoir faire la promotion de cela. Et donc, ça, c'est une première partie. Mais nous devons aussi pousser les choses sur le marché. Et Grace en a un petit peu parlé. Comment nous pouvons aider avec des équipes, avec ces connecteurs, ces personnes. Et ça, c'est l'essentiel, c'est la clé pour moi. Et je ne pense pas que cette personne est le médecin de famille à ce moment-là. Je ne pense pas que le médecin puisse nous donner toutes ces informations. Lorsque vous avez fait quelque chose et vous êtes limité dans le temps que vous avez avec le patient, et donc de pouvoir soutenir ces connecteurs, ces personnes qui, pour créer ces programmes, et Grace a partagé cela, ce qui est fait dans les communautés. Je ne sais pas si cela continue de se faire, mais donc ces équipes, c'est cela que je recherche. Des équipes pour faire la promotion de cela. Terry, vous avez parlé de la partie de la famille avec l'entourage donc de la personne. Donc ce n'est pas juste de mon opinion que c'est uniquement les gens qui sont payés au niveau du système de santé. Non, c'est pour soutenir la famille, les amis et de pouvoir créer des systèmes, des programmes, des services, des stratégies. Donc, beaucoup de familles que j'ai remarquées qui se sont bien débrouillées, ce sont des gens qui ont des réunions mensuelles ensemble avec la famille, les amis, qui se disent d'accord, nous sommes là, nous nous réunissons, nous parlons de papa ou de maman, et souvent, c'est papa, maman seront là, n'est-ce pas? Et donc voilà, nous avons besoin de pouvoir remettre les choses en place avec donc le connecteur, avec cette personne-là. Et donc nous essayons de faire la promo de cette communication et nous essayons d'en parler un peu plus. Et c'est vraiment cela, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je peux continuer. J'ai d'autres idées que ça durerait une heure si je devais en parler. Mais donc c'est juste quelque chose de peut faire la promotion et d'être plus proactif quant aux personnes qui sont sur le trajectoire de la fragilité. Merci Ron, je suis tout à fait d'accord sur le côté de d'être proactif, absolument. Alors vous avez mentionné au début que la fragilité c'est un défi croissant pour les systèmes de santé et vous avez donc plus de demandes pour les ressources au niveau des services de santé et donc lorsque Grace, je vais revenir vers vous. Comment pensez-vous que le système peut être mieux structuré pour aider davantage les personnes présentant une fragilité et des besoins médicaux complexes? Et vous êtes toujours en sourdine, hein, Grace. Donc, le système, je pense que c'est très important que nous devrons reconnaître que la fragilité est dans tous les domaines des systèmes de soins de santé. Donc, nous devons reconnaître où est la personne et nous devons faire la promotion de ces programmes dont Ron a parlé. Et donc, nous devons reconnaître qu'il y a une transition avec des recommandations pour les personnes âgées. Et ça, c'est difficile. Et quelquefois, c'est difficile de pouvoir les renvoyer à la maison et la communauté
qui ne sait pas vraiment ce qui se passe avec la famille, les amis, et de pouvoir leur donner peut-être des lignes directrices, les guider dans cette transition, où vous avez donc peut-être un résumé qui soit focalisé sur le patient, quelque chose que ça innovant, qui soit donc orienté sur les besoins médicaux. Et donc je pense que c'est important pour les personnes jasées. Ce n'est pas nécessairement la maladie et les médicaments. Non, c'est qui va m'apporter de la nourriture, qui va m'ouvrir la porte, où est mon propriétaire de mon appartement, etc. Donc ça, ce sont les choses dont nous voulons parler au niveau du patient, en accord avec les besoins médicaux, évidemment. Et donc, nous devons nous occuper de tout cela. Et c'est une façon holistique, c'est une approche holistique que nous pouvons avoir. Et je pense que nous devions avoir des politiques qui puissent soutenir cet alignement entre les différents mécènes, les différentes organisations, qui puissent se rassembler et travailler d'une façon proactive en amont le plus possible, comme Ron le mentionnait. Et donc, au niveau du schéma de prescription sociale, nous avons donc le ministère de la Santé qui nous a donné des bourses, qui nous a donné du soutien. Et donc, grâce à les différentes associations qui étaient là, et nous avons pu nous rassembler avec la famille, avec le médecin de famille dans la région et avec les organisations communautaires, et nous avons pu essayer de prescrire ce programme social dans la communauté qui était aligné avec une organisation qui était donc là pour nous aider, et nous pouvions avoir des médecins de famille, des soignants dans la communauté, et nous pouvions avancer. Et au niveau du programme d'aide, c'est nous que devons faire tout ce que nous pouvons pour essayer d'apprendre aux gens d'en savoir plus à propos de la santé, de pouvoir responsabiliser les citoyens, comment ils peuvent prévenir la fragilité avec les connaissances que nous avons maintenant, et donc pour prévenir cette fragilité et avec cette population vieillissante. Et donc aussi au niveau des médecins de famille, nous devons avoir une équipe donc qui soit là pour les soins. Et comme on en a dit plus tôt, que nous ayons des médecins de famille qui soient dans la communauté, qui connaissent bien les patients et qui puissent avoir leur propre panel de patients où ils peuvent faire une évaluation de la fragilité. Donc que ce soit des infirmières, que ce soit des assistantes sociales, etc., qu'ils peuvent parler, de faire cette évaluation compréhensive gériatrique et de pouvoir mettre en place une planification de soins qui soit basée sur ses besoins pour le patient en lui-même. Merci beaucoup, Grace. Merci d'avoir abordé tous ces niveaux de système et de pouvoir aussi, encore une fois, concernant ce niveau de système, nous allons donc laisser la parole à John désormais. Pourriez-vous nous parler un petit peu de l'ampleur du défi pour les systèmes de santé et donc le défi auquel les systèmes de santé font face, et peut-être les façons de les contourner et de pouvoir prendre des actions pertinentes à cet égard? John, je pense que votre micro est éteint également. Ah, oui, c'est toujours ce qui m'arrive, pardon. Alors, les défis du système ont été constatés à partir de l'augmentation de la population vieillissante, qui a peut-être plus exposé à une fragilité depuis les 10 dernières années. Et tout cela, dans ce que nous constatons récemment, c'est que le système a dû vraiment faire face à de nombreux défis, en particulier pendant la pandémie, même depuis la pandémie, même dans une ampleur plus importante que ce n'était auparavant, avec de nombreuses déficiences identifiées. Donc, pour bien comprendre les défis auxquels fait face le système, c'est tout d'abord bien comprendre ce que les populations seniors veulent vraiment. Le fait de pouvoir avoir la possibilité de choisir où ils vivent, dans quelle structure ils vivent, de voir quels sont les aménagements qu'il est possible d'instaurer. Et nous avons toujours, d'autre part, l'opposé, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui expérimentent une certaine fragilité ou qui doivent être internées dans des unités de soins spécialisées et avec des niveaux de soins bien déterminés, bien définis. Ils attendent souvent également de pouvoir justement être pris en charge par ces institutions.
et le taux de la population s'accroît et on ne peut pas forcément espérer continuer à ce rythme pour des soins donc de longue durée. Donc il y a vraiment un changement radical dans la considération vis-à-vis de cette population vieillissante. Et je commencerai par dire que le Canada, nous devons penser vraiment comment la transformation du vieillissement au Canada doit s'opérer. Il y a énormément de choses qui doivent être opérées au niveau et adoptées au niveau préventif pour pouvoir mieux aborder la question du vieillissement et promouvoir peut-être une réduction ou une prévention en tout cas de la fragilité sur l'ensemble de la durée de vie. Donc on peut commencer, on ne doit pas commencer à partir du moment où une personne commence à sentir déjà des symptômes de fragilité, mais au contraire pouvoir commencer par la prévention en parlant du style de vie pour prévenir cette fragilité. Promouvoir donc les activités physiques, l'exercice physique, l'automatisation du médicament, promouvoir beaucoup plus une alimentation équilibrée, plus adaptée, et l'adoption de tout cela en se basant sur un agissement, sur un vieillissement en bonne santé et ferait toute la différence. Donc, voir tout ce que l'on peut mettre en place vraiment pour pouvoir prévenir la fragilité, cela est absolument crucial et important. Donc voilà, je m'arrêterai ici. Merci beaucoup, John. C'était un excellent résumé des défis auxquels le système de santé fait face et nous continuons. Alors, concernant les défis pour les systèmes de santé, vous avez mentionné que l'évaluation de la fragilité est effectuée régulièrement pour les patients de 65 ans et plus. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait voir dans une population plus large, inclure un plus grand nombre de patients, peut-être inclure davantage de patients dans l'évaluation qui est faite? Alors, l'un de nos projets pilotes que nous développons, la question sous-jacente, c'est pourquoi considérer les personnes de 65 ans ou plus, alors qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont également qui sont de gens vivantes, mais qui ne savent pas comment valider cette approche. Et on doit donc faire appel, dans ce cas-là, aux gériatres pour pouvoir appliquer une évaluation pertinente. Donc l'échelle de fragilité, finalement, nous avons commencé il y a déjà plusieurs mois à considérer les personnes âgées de 65 ans ou plus. Et il faut également considérer une évaluation pour des personnes plus jeunes. Ce n'est pas attendre généralement l'âge fatidique de 65 ans. Et 65 ans n'est pas synonyme généralement, nécessairement, a fortiori, de fragilité. Et notre processus officiel désormais est pouvoir commencer à considérer tout ça dans nos provinces en nous concentrant sur les personnes âgées de 65 ans et plus. Nous avons un processus simple, mais CHF, nos différents chemins de considération qui participent pleinement à ce processus. Nous recommandons que si vous êtes un prestataire de soins, vous pouvez considérer les premiers symptômes de vieillissement ou de fragilité. Et cela repose finalement dans un statut de fragilité que l'on peut commencer à considérer et peut-être inverser. Merci Tara. Ron, nous allons passer à vous maintenant. Donc, concernant cette fragilité, quel changement faudrait-il apporter au système de santé afin de mieux soutenir les patients et les aidants naturels? Alors, concernant la perspective du patient et des personnes aidantes, pour reprendre ce que disait John, je dirais qu'il faut vraiment pousser vraiment le récit que l'on propose sur la question du vieillissement. Voilà, on dit moins de 65 ans, plus de 65 ans, ce n'est pas le chiffre magique ou l'âge magique. Certains peuvent avoir l'âge de 60 ans ou même plus jeune. Il s'agit de considérer le fait de bien vieillir.
Donc il y a davantage de communication à développer et comment pouvoir intégrer les politiques dans le système. Donc le fait de bien vieillir, encore une fois, c'est donc dans le message que nous promouvons, c'est le fait d'avoir une évaluation en matière de fragilité. Disons que il ne faut pas forcément attendre 65 ans avant de le faire. Je voudrais, peu importe l'âge, lorsque les patients ressentent que bien c'est quelque chose qui doit être considéré en faisant preuve d'un peu plus de proactivité. Donc, bon, pas forcément à 20 ans non plus, mais euh, je crois vraiment que tout cela est la clé. Moi, je pense qu'il faut considérer également les travailleurs sociaux comme toutes les déterminants sociaux de la santé. Une personne n'est pas forcément fragile comme ça dans le premier aspect, mais il y a énormément d'aspects sociaux qui affectent la vie des êtres humains tout au long de leur vie. Énormément de conversations doivent être développées. Donc, quels sont les... Donc, le fait d'aller à l'église, par exemple, ou le fait d'avoir d'autres activités, cela participe pleinement à la qualité de la vie. Et nous allons trouver une manière afin de pouvoir développer, par exemple, la spiritualité. Et pour moi, c'est vraiment la personne qui est importante et de vraiment comprendre l'histoire de vie de la personne, le récit de leur vie. Et même sans considérer la fragilité, il s'agit vraiment de voir quels sont les comportements, les attitudes et les activités de la vie qui participent pleinement à la santé de la personne, pour bien garantir qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle veut faire dans la vie. Je pense qu'il y a énormément de choses à considérer. C'est ce message-là que je vais vraiment essayer de communiquer le plus possible. Je comprends bien ce que vous voulez dire, en effet, ce que veut finalement la personne, quels sont ses objectifs, quels sont et au sein du système également, qu'est-ce qui peut être facilité pour que ces personnes utilisent ces navigateurs pour pouvoir naviguer dans l'ensemble du système de prestation de soins de santé. Donc nous passons maintenant à une question concernant les prestataires de soins. Comment les prestataires de soins comprennent la notion de fragilité, qui est y compris donc la question de fragilité auprès des jeunes, et quelles sont les barrières d'identification de la fragilité, des stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir justement limiter ces barrières, ces obstacles. La question donc, du personnel et des aidants, personnel soignant aidant est importante. John, pouvez-vous nous répondre, s'il vous plaît? Donc, je pense que d'un point de vue d'un prestataire de soins, il y a vraiment un manque de sensibilisation et un manque de prise de conscience. Je salue dans ce webinaire justement où beaucoup de personnes sont particulièrement familiarisées à la fragilité, mais je pense que c'est là un groupe intéressant de la population qui participe à ce webinaire qui ne représente pas l'ensemble des prestataires de santé. Donc, je pense que la fragilité est perçue souvent comme un aspect ou un domaine de l'ordre de la gériatrie, et alors que en fait, ce n'est pas vraiment ou nécessairement le cas. L'un des grands marqueurs dans notre système de santé, c'est que nous avons un manque de spécialistes en gériatrie, très peu de gériatres ou trop peu de gériatres, ou très peu d'infirmières spécialisées en gériatrie ou d'infirmiers, et cela présente en soi une barrière majeure. Et je dirais que c'est peut-être à la fois un succès et une barrière, où il y a énormément d'outils concernant la fragilité parmi lesquels choisir. Et il peut y avoir 30 outils, certains qui sont plus affûtés ou plus pertinents que les autres. L'échelle de fragilité également, bien,
c'est souvent ce que nous utilisons. Ils sont difficiles peut-être à être appliqués. Ils exigent également énormément de formation quant à leur usage. Donc vraiment, une évaluation pertinente au niveau gériatrique est absolument importante pour pouvoir identifier clairement les nécessités en termes de fragilité. Donc ces évaluations personnelles peuvent être faites par des personnes non spécialisées en gériatrie, mais souvent il vaut mieux que cela soit effectué par des spécialistes en gériatrie, par des gériatres. Donc, l'autre aspect également, c'est que l'un des messages essentiels, c'est que l'évaluation n'est pas, la fragilité n'est pas qu'une question d'évaluation. Il faut vraiment comprendre ce qui entraîne la fragilité. Pourquoi une personne est fragile et qu'est-ce que l'on peut y faire qu'est-ce que l'on peut faire pour y remédier. Les modules de formation qui sont gratuits, par exemple, et disponibles à tout le monde par le biais au WWCFN. Il y a le lien, je pense, qui vous sera transmis à la fin de ce webinaire. Je pense qu'il y a énormément de modules qui prennent en charge les questions de fragilité qui sont disponibles gratuitement. Vous pourrez donc avoir davantage de détails. Merci beaucoup, John. Alors, excusez-moi, John. Tara, j'en viens à vous pour parler d'une réflexion. Je pense que vous avez une réflexion. Oui, docteur Mascadori, j'ai passé beaucoup de temps sur ce module et je l'ai beaucoup apprécié. Alors, je voudrais partager certains des obstacles et des barrières dont nous avons pu identifier et qui nous permettent de mieux comprendre la question d'intégrer le concept de fragilité dans nos équipes de soins. Je sais que je vois la fragilité, je sais, je reconnais la fragilité lorsque je la vois. Et l'idée, donc, c'est que pour la personne affectée, c'est assez complexe pour elle. Alors, c'est bien sûr normal, puisque souvent, c'est une personne en cours de vieillissement. Mais on ne pense pas que c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un impact. Quelquefois, je ne travaille pas sur les soins de longue durée. Quelquefois, c'est au-delà de mon domaine d'expertise. L'un des déclencheurs permettant de considérer dans l'évaluation en matière de fragilité sur les questions de soins gériatriques, eh bien, c'est de pouvoir identifier les premiers symptômes de fragilité. Il y a énormément de composantes en termes de fragilité. On les voit très souvent. Donc, il faut effectuer finalement un changement dans la manière par laquelle nous intégrons ou nous considérons les questions gériatrie. Par exemple, je ne suis pas spécialiste en gériatrie, je suis plutôt spécialiste dans telle ou telle autre discipline. Et finalement, aussi, vous êtes confronté également à des questions gériatriques. Donc, vous pouvez être une infirmier ou infirmière gériatrique tout simplement parce que eh bien, vous y êtes confronté. Mais je pense que le concept d'extra-vulnérabilité dont une personne peut souffrir, on essaie de souvent souligner que les questions de vulnérabilité sont différentes du diagnostic admis. Donc nous essayons de pouvoir établir des soins standards qui font sens, qui font partie du sens commun, et donner la priorité également aux soins administrés par votre médecin. Alors, bien sûr, tout cela n'est pas au même niveau que la priorité qui est donnée à d'autres types de soins. Donc, changer également la culture en promouvant finalement tout ce qui a trait autour de la question de la fragilité qui doivent être donc considérées dans l'ensemble de nos unités de soins. Lorsqu'il y a des interventions, elles sont absolument critiques. Nous devons vraiment faire en sorte de les identifier de manière précoce. Et la manière par laquelle nous avons pu voir les changements, les gens ont la possibilité justement d'influer sur les questions de fragilité. Et ça, c'est vraiment ce qui nous permet de considérer donc que de petits investissements peuvent avoir de grandes conséquences, et des conséquences positives. Merci beaucoup, Tara, de votre intervention
il y a énormément de choses sur lesquelles nous devons penser. Je voudrais juste communiquer une note rapide auprès de notre public. Il nous reste une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas donc à saisir vos questions, commentaires dans la fenêtre de clavardage. Grace, sur les questions de fragilité, pouvez-vous nous exprimer vos pensées? Oui, alors, concernant le fait qu'il y ait une population vieillissante, la fragilité va au-delà de la simple spécialité de la gériatrie. Voyons également que les personnes qui agissent ont différentes fragilités qui s'accumulent au fil du temps, au fil de leur vieillissement. Et nous devons justement prévenir ces déficits qui s'accumulent, ces fragilités qui s'accumulent. Et en travaillant avec les différents spécialistes en matière de soins, nous pouvons considérer les syndromes gériatriques, fournir des outils d'évaluation, travailler également sur les questions nutritionnelles. Et actuellement, nous travaillons sur le vieillissement de la population avec le réseau canadien. Nous avons des syndromes gériatriques communs. Nous fournissons des informations à cet égard et nous avons également développé un module de formation basé sur le cadre dont nous parlions, dont John a parlé tout à l'heure, en particulier donc, sur la province de Colombie-Britannique. Donc nous partagerons l'ensemble des ressources. Il y a des modules de 20 minutes qui nous permettent d'apprendre sur les questions de fragilité. Nous avons également des conversations et des outils qui nous permettent de comprendre comment mieux nous engager, comment poursuivre l'amélioration de la qualité de vie au fur et à mesure du vieillissement. Donc, je vous encourage vraiment à suivre ces modules et nous espérons que sur l'ensemble de la province, des initiatives vont être menées justement en ce sens. Il y a également des programmes de bénévolat, de volontariat, qui peuvent tout à fait suivre ces modules pour développer de nouvelles stratégies. Donc, c'est devenu quelque chose vraiment d'abordable. Tout le monde peut absolument apprendre sur les déficits sociaux, sur les déterminants sociaux de la santé. Énormément de personnes souffrent de ces questions de fragilité. Donc, je pense que l'aspect éducationnel et de sensibilisation est absolument important. Nous devons essayer de soutenir également les prestataires, les personnels soignants, afin qu'ils puissent identifier les personnes qui sont véritablement en besoin de ces services sans que ces personnes retournent nécessairement auprès de leurs spécialistes, auprès des pharmaciens, auprès des infirmiers. Il y a énormément de ressources disponibles pour identifier ces besoins. Donc, en promouvant l'éducation, cela a été très bénéfique pour nous. Et le fait de promouvoir les sites Internet également qui permettent de sensibiliser sur le vieillissement et comment également améliorer notre style de vie. Les réseaux sociaux également jouent un rôle crucial. Donc voilà, c'est le message que je vous transmets. Merci à vous, John, également. Très bien, fantastique. Merci beaucoup pour votre intervention, Grace. Donc, je sais que là, il nous reste environ 10 minutes. J'avais davantage de questions, mais peut-être que je peux adresser ma propre question auprès des panélistes avant que nous passions aux questions de notre public. Beaucoup d'entre vous ont déjà saisi vos questions et commentaires dans la fenêtre de clavardage, donc merci pour cela. Donc, voyons ce que nous allons pouvoir développer au cours de quelques minutes. Alors, est-ce que l'on peut commencer peut-être par l'une des questions qui me sont parvenues? Est-ce qu'il s'agit de pratiques généralistes pour la part des médecins pour pouvoir aborder ces questions de fragilité lorsque les patients sont hospitalisés? John? Oui. Alors, la fragilité devrait être évaluée dans énormément d'étapes de soins, qu'il s'agisse de soins
de longue durée ou de soins basiques. Nous avons un projet que nous avons commencé à développer il y a quelque temps avec l'excellence de soins du Canada pour pouvoir procéder à des évaluations de fragilité auprès de près de 70 praticiens sur l'ensemble du Canada pour pouvoir mettre en œuvre une échelle d'évaluation de la fragilité. Donc j'encouragerais vraiment cela. Et un autre commentaire, c'est que il est très approprié pour les équipes de soignants de pouvoir contribuer également aux questions, aux évaluations sur la fragilité. Grace peut également, peut-être des commentaires également à cet égard. Oui, j'ai quelques commentaires. En effet, comme je le disais, la fragilité, l'évaluation de la fragilité devrait faire partie des soins. Dans certaines provinces, les infirmières se rendent directement au domicile et posent des questions justement pour permettre d'avoir une évaluation pertinente sur la fragilité que les patients, dans les patients peuvent souffrir. Et si nous avons une accumulation de déficits qui nous permettent de pouvoir considérer cet élément de fragilité, eh bien, il vous faut absolument donner le meilleur de vous pour pouvoir identifier cette fragilité. Et toutes ces évaluations concernant les adultes, lorsque j'évaluais la fragilité gériatrique, mes patients étaient tellement reconnaissants que j'ai pu les appeler directement pour procéder à ces évaluations gériatriques en matière de fragilité. Et cela vraiment pose la question de savoir si nous avons les activités et les instruments permettant justement de donner ce suivi. Est-ce qu'à la fin du mois, eh bien, par exemple, ils vivent dans des conditions décentes ou cela va au-delà de la médecine, puisque nous avons des études, je dirais que voilà, je pourrais par exemple poser telle ou telle question et voir si vous êtes en risque de développement de la fragilité auprès de patients justement que j'estime sont concernés. Mais vraiment, nous reposer sur une équipe, c'est vraiment essentiel. Il y a énormément de domaines à considérer, donc nous devons vraiment considérer l'aide également avec nos groupes de praticiens. C'est une manière de procéder. Je pense que nous devons poursuivre ainsi. Merci beaucoup, John et Grace, pour vos interventions. Je passerai une autre question de la part de notre public, combiner un petit peu l'ensemble des questions qui me sont parvenues. L'idée est, est-ce que vous avez un modèle préféré pour les personnes âgées, un modèle holistique, je dirais, et qui vous permet de mieux intégrer les seniors, les personnes âgées en situation de vulnérabilité, qui permettrait peut-être d'établir un certain modèle, ou peut-être Thierry, vous pouvez y répondre. Je pense qu'en se projetant un petit peu plus aussi dans ce que nous voulons voir évoluer, c'est que voir toute la documentation intégrée au système et voir comment nous pouvons considérer les soins de longue durée et voir également avec le réseau PCN. Donc, en dépit de tous ces commentaires partagés et qui vont continuer d'être partagés concernant par exemple le plan de prise en charge des personnes en situation de fragilité, comment après, suite à l'évaluation, si vous ne voyez pas que les personnes sont au meilleur de la forme, par exemple les personnes qui ne peuvent pas marcher parce qu'elles sont brisées la hanche ou le col du fémur, on veut vraiment connecter les réseaux de praticiens de santé et pouvoir identifier finalement ces questions et ces situations de fragilité. Nous voulons vraiment souligner également que les patients peuvent procéder à leur évaluation. Ils peuvent se poser des questions si les personnes n'ont pas toutes leurs capacités fonctionnelles, ne maîtrisent pas toutes leurs capacités fonctionnelles. Eh bien, on peut donc essayer à partir de là de reconnaître, comme le Dr Parle l'a dit, que la transition, il y a là un grand risque
d'entrer dans une situation de fragilité beaucoup plus concrète. Donc, si nous ne faisons pas attention à tout cela, eh bien, il peut avoir encore plus de difficultés à mettre en œuvre des stratégies pertinentes par la suite. Tout à fait, Tara. Je sais qu'il nous reste à peine 2-3 minutes, mais Ron, pouvez-vous répondre, s'il vous plaît, en une toute petite minute à la prochaine question qui est la suivante. Est-ce que vous pouvez parler d'incorporation de la culture sur cette question de la fragilité vis-à-vis d'une culture spécifique ou d'idées que les gens veulent réaliser, en particulier au Canada, du fait de la diversité croissante de la population? Ou alors rapidement sur la question précédente, pour moi, encore une fois, la culture, il s'agit vraiment de comprendre qui est la personne. C'est vraiment basé sur la communication essentiellement, ce qui est important pour vous dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Un ingénieur dirait, voilà, comment arrivons-nous à cette question, à cette fragilité, à cet état de fragilité? Mais je voudrais juste répondre à la question précédente sur la manière. Pour moi, à la base, c'est que quelles que soient les émotions que vous créez à l'égard de ces personnes, est-ce qu'elles font confiance au système? Est-ce qu'elles ont confiance en l'équipe qui s'occupe d'elles et d'eux? Et c'est vraiment quelque chose d'important que les gens oublient. Quelle est la sensation? Qu'est-ce que vous avez pu expérimenter dans l'interaction au sein de la communauté? Donc, faites attention à ce que les gens ressentent également. Ça, c'est important. Tout à fait. C'est très, très pertinent. Ça nous permet de conclure. Merci beaucoup, Ron. Donc, il nous reste 1 ou 2 minutes. Et toutes mes excuses si nous ne pouvons pas aborder l'ensemble des questions et des commentaires de notre public. Nous voulons essayer nous vous répondrons par écrit à l'issue de ce webinaire pour mieux répondre de manière plus pertinente, par courriel certainement tout à l'heure. Donc, pour le moment, je voudrais vraiment remercier l'ensemble de nos panélistes, de nos intervenants qui ont pu partager leur expérience sur cette question délicate en matière de soins de santé. Merci à notre public de nous avoir rejoints et d'avoir partagé vos questions et vos commentaires. Nous espérons que cette conversation vous a inspiré ou a permis de vous donner des informations pertinentes. Juste pour conclure, quelques notes. Nous vous enverrons une évaluation et nous apprécierions beaucoup si vous pouvez nous fournir donc vos retours d'expérience. Merci beaucoup également pour tous ces petits pouces levés que je vois. Comme je l'ai dit au début, il y aura donc un enregistrement de cette session disponible dans quelques semaines. Pour quelques semaines, vous allez recevoir une notification par courriel. Vous aurez également les commentaires dans la fenêtre de clavardage concernant les ressources qui ont été évoquées et mentionnées sur des modules de formation dont nous vous allons établir une liste de toutes ces ressources à l'issue de ce webinaire. Nous vous l'enverrons à tous les participants. Nous espérons que vous pourriez accéder facilement. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir.